Faire un épisode sur Git en 2024 peut paraître incongru. Nous pourrions croire que ce serait un peu comme faire un épisode sur la meilleure façon d'utiliser un clavier. Git, ou en tout cas le versionning en général, est une évidence. On ne peut que l'applaudir d'ailleurs que cette pratique soit devenue la norme. Mais il existe beaucoup de façons d'utiliser Git et selon votre contexte, il peut y avoir de mauvaises stratégies. Mais alors, quelle est la meilleure stratégie Git ? Qui est impacté par cette stratégie en dehors des devs? Et surtout, va-t-on vraiment faire un épisode sur des claviers? Pour répondre à ces questions de version, je ne reçois pas Richard Darbois, mais il s'y connaît en commit. Olivier, bonjour. Oui, bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Olivier Jacques. Je suis consultant ProServe à Amazon Web Services. Et donc j'accompagne nos clients sur alors à la fois l'adoption de DevOps, en même temps qu'ils font l'adoption du cloud, l'expérience développeur, la DevEx, et puis aussi tout ce qui est platform engineering. Et j'ai effectivement un background sur tout ce qui est développement depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Ok. Donc, est-ce que Git, c'est un acteur incontournable quand on parle de Developer Experience? Enfin, Git ou d'autres systèmes de versionning. Aujourd'hui, tu vas pas développer sans gestion de version. En fait, déjà, c'est quoi Git? C'est quoi la gestion de version? Et en fait, tu dis, est-ce que ton intro, c'était, est-ce que finalement c'est une bonne idée de faire un épisode sur Git où aujourd'hui c'est un standard? C'est une très bonne idée parce que dans quelques mois, ça va être les 20 ans de Git. Okay. Donc en avril 2025, c'était donc en 2005 que Linus Torvald en a eu marre de son version control et qu'il s'est dit je vais créer quelque chose à moi et qu'il a appelé Git. Et Git, il faut savoir qu'en anglais, je peux être impoli, mais ça veut dire connard. C'est peut-être une info aussi que tout le monde n'a pas, mais ça montre un petit peu l'état d'esprit de notre gourou Linus Torvald. Donc il a créé ça en 2005 et au final, pourquoi? Parce qu'il n'était pas satisfait de la façon dont le code, donc il gérait le code du kernel Linux et de toutes ces modifications. Est-ce que Git est nécessaire aujourd'hui? En tout cas, on a besoin de faire de la gestion de code. Ça répond à quel problème? Ça répond au problème de pas avoir à nommer ses fichiers version 1, version 1 finale, version 1 finale, et de partager ça sur un share ou sur une clé USB. Ce qui est aussi peut-être pas forcément connu, c'est comment est-ce qu'il a créé Git. Parce que moi, l'histoire que j'ai entendue, c'est que donc il savait effectivement qu'il voulait refaire un système de versionning. Et donc, il s'est imposé pendant 2 ans à gérer lui-même, au travers d'une mailing list, la réception de tous les commits de tous les gens qui bossaient sur le kernel de Linux par mail, de les diffuser par mail, les différentes branches et compagnie, dans le but de se dire, on va voir un peu quels sont les différents usages, les différentes problématiques qui peuvent se poser. Et donc, aujourd'hui, pour tous les devs, effectivement, Git ou d'autres systèmes de versionning sont effectivement la norme. Mais il faut imaginer qu'à l'origine, il y a un gars qui s'est paluché tout ça par mail. C'est-à-dire qu'il écrivait lui-même les mails pour diffuser les codes. Il recevait tout par mail. Il faisait les merges à la main avant de les diffuser par mail. Donc, c'est quand même c'est une dévotion. Enfin, tu vois, c'est comme une application au truc qui est quand même assez louable. Oui, on peut se poser la question, c'est pourquoi se concentrer sur la gestion du code alors que tu as à travailler sur le kernel Linux et qu'il y a d'autres problèmes sur la gestion des fichiers, le réseau et d'autres sujets rigolos.
Git n'est pas du tout éloigné de cette gestion par email. On sait que, en fait, donc finalement, c'est quoi? C'est des diffs qu'on envoie. Et on se rend compte que Git est atomique comme ça pour justement être compatible avec cette gestion par email. Ouais. Alors, donc, tu viens aujourd'hui nous présenter donc, 5 stratégies Git donc, qui ont différentes manières d'utiliser Git au sein d'une équipe ou d'une entreprise. La première question, avant de diver sur ces 5 stratégies, est-ce que ça existe encore des entreprises qui n'ont, alors je dirais même pas de stratégie Git, mais qui n'ont même pas de versionning? Alors, j'en trouve plus aujourd'hui. Il y en a eu, j'en ai rencontré, peut-être il y a même une dizaine d'années, donc pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus, j'en vois pas. Alors, je mettrai un bémol parce que il peut y avoir des plateformes et des outillages où en fait Git, ou en tout cas la gestion de code, est faite différemment. D'accord. Donc Git n'est pas forcément la solution universelle. Tu peux collaborer sur du code sans savoir vraiment que tu utilises Git, même peut-être qu'en back-end c'est Git, sur des plateformes où en fait tu vas pouvoir collaborer, changer ton code et sans avoir à savoir comment faire un push, un merge ou un rebase. Ouais. Sur les 5 stratégies Git, est-ce que ta vocation au travers de cet épisode, c'est de présenter 5 nouvelles stratégies, entre guillemets, ou est-ce que pour toi, dans les 5, tu inclus une stratégie que tu vois en fait à peu près partout, qui est un peu la stratégie par défaut? Alors, en fait, l'idée de cet épisode, quand on en a discuté, qu'on a préparé, c'était pas de forcément dire voilà la bonne stratégie Git. Il y a des choses que je vois aujourd'hui. Il y en a une dont j'aimerais parler parce que vraiment, ça serait bien qu'on la voit plus. Et peut-être qu'on va en parler et voir pourquoi c'est pas une bonne idée. Mais c'est de montrer un petit peu un panel des différentes stratégies et pourquoi prendre l'une plutôt que l'autre. Et par rapport à son contexte, il y a autant de bonnes versions que de choses, mais je pense que c'est important de faire son choix en conscience. Et puis je peux aussi partager quelle est la stratégie Git d'Amazon quand on écrit du code, AWS, et comment tout ça fonctionne. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de montrer qu'il y a une bonne ou une mauvaise stratégie, c'est de voir ce que moi je vois dans la nature avec nos clients et nos partenaires, et puis peut-être parler des différents avantages et inconvénients de chacune. Okay. Ouais. Eh ben, allons-y, lançons-nous. Quelle est pour toi alors, encore une fois, on va dire la première, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure ou la plus répandue, ou en tout cas c'est la première de la liste que nous on fait, qui n'a aucun tri, aucun ordre particulier. Donc en premier, je crois que tu voulais nous parler de la trunk-based stratégie, qui je pense est quand même une des plus répandues, non? Alors la plus répandue, pas forcément. Aujourd'hui, c'est peut-être celle qui serait la plus favorisée ou reconnue comme quelque chose d'avancé. Alors pourquoi je dis ça? C'est que, je ne sais pas si vous connaissez, dans la littérature, il y a notamment un groupement qui s'appelle DORA, DevOps Research et Assessment. Et DORA elle fait toujours d'ailleurs, chaque année une étude sur les pratiques de développement ou de gestion de son SDLC et le lien avec les résultats de l'entreprise. Donc enfin, on pouvait mettre en corrélation combien de chiffres d'affaires, combien de bénéfices faisait une entreprise avec les pratiques de développement et de gestion du SDLC, ce qui est assez incroyable. Et donc ça, ils l'ont écrit en tout cas, ils ont un petit peu compilé tout ça avec notamment le docteur Nicole Forsgren, qui a compilé tout ça dans un bouquin qui s'appelle Accelerate, qu'on mettra dans le podcast. Et Accelerate a réussi à faire le lien entre la stratégie de branche Git et l'efficacité des développeurs et donc comme résultat en lien avec le résultat de l'entreprise. Donc aujourd'hui, le trunk-based est vraiment reconnu comme quelque chose d'intéressant et ça force un certain nombre de pratiques. En fait, pourquoi on dit ça? C'est que finalement, quand on fait du code, on a besoin de gérer des branches. Alors, je ne parle pas de branche Git, d'accord, on va mettre Git un petit peu de côté. On a besoin de gérer des comportements différents. Peut-être que cette version-là, on va l'envoyer à ce client-là avec telle fonctionnalité. Peut-être que ça, dans notre application SaaS, on va mettre ça pour telle population de personnes, en tout cas les 3 premiers pourcents qui sont des early adopters. Bon, il y a besoin d'avoir des comportements différents sur le code qu'on va écrire et qu'on va mettre à disposition. Donc ce sont des branches. Il y a plusieurs façons de faire des branches. On peut faire des branches via le gestionnaire de sources, donc Git. On peut faire des branches dans son code, ça s'appelle un if.
Voilà. On peut faire des branches avec ce qu'on appelle des feature flags et qui permettent donc de dire cette fonctionnalité-là, je la mets à disposition, je la mets pas à disposition. Elle est là dans le code, mais elle est juste pas activée. Donc, ce besoin de branche, on en a besoin. Comment on y répond? Il y a plusieurs façons. Donc voilà, Git, dans le code, ou des feature flags, et il y a d'autres techniques. On pourra parler de plugins ou de choses comme ça pour faire ça. Et donc avec le Trunkbase, du coup, tu n'as plus de branches, tu ne fais que du feature flag ou du if à l'ancienne. Voilà, en fait, donc, le Trunkbase Development, donc il y a un site qui s'appelle Trunkbase Development que vous allez pouvoir trouver facilement. Et donc l'idée, c'est de ne pas avoir de branche. D'accord, donc on a cette branche trunk ou main et on fait tout dans main. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit ça, ça veut dire, attention, mais quand on pense à d'autres stratégies Git, on va se dire, mais moi, comment je fais ma fonctionnalité qui n'est pas entièrement prête, entièrement développée, et comment je fais pour ne pas déstabiliser ce qu'il y a dans main. Ça, on va se protéger en faisant, peut-être en mettant derrière des feature flags, peut-être en faisant, je parlais d'implémentation de plugins. Peut-être qu'on peut avoir un plugin qui va gérer cette nouvelle fonctionnalité-là qu'on va mettre à disposition uniquement envoyer à tel client ou mettre à disposition pour les personnes qui payent un premium sur notre plateforme SaaS. Mais au final, de ne pas avoir ce lien direct entre la gestion du code avec Git et les branches dont on a besoin de faire, et que ça soit forcément gestion des branches égale Git. Donc Trunkbase, pas de branche. Par contre, il y a beaucoup de choses que ça veut dire derrière sur les pratiques de développement et comment on code. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas du coup aussi est-ce que c'est une stratégie qui ne serait pas inadaptée pour les entreprises qui sont justement en phase de recherche, de prospection et qui testent un peu des features à droite à gauche et qui donc ont quand même besoin de tester plein de trucs en même temps, où du coup cette mécanique de branche peut justement permettre de plus facilement explorer et tester, quoi. Alors en fait, la question qu'on peut se poser quand on dit ça, c'est les besoins de l'entreprise qui ont besoin d'explorer, de faire plein de choses différentes et d'avoir plusieurs options. Ce sont des besoins qui viennent du métier, ou en tout cas qui viennent des commerciaux, ou en tout cas de ceux qui ont envie de vendre la solution ou en tirer de la valeur. Est-ce qu'on veut mettre cette possibilité d'avoir plusieurs choix et plusieurs options et plusieurs chemins dans les mains des devs, que j'adore parce que je considère que je m'en fais partie, ou dans les mains des PO, des product owners? C'est-à-dire que est-ce que c'est pas peut-être plus pertinent pour le métier, pour la valeur métier, de mettre à disposition ces fonctionnalités-là en tant que feature flag, par exemple, pour que ça soit déployé et disponible, mais ça soit activé. Donc, la différence entre le déploiement et l'activation et la mise à disposition aux utilisateurs finaux, et donc mettre cette mise à disposition aux utilisateurs finaux dans les mains des product owners ou peut-être même des commerciaux. Et c'est pour ça que je pense que j'adore Git, mais je pense qu'il ne faut pas lui faire porter tous les problèmes, et c'est vraiment l'idée du Trunkbase, en fait, c'est en disant qu'on ne fait pas de branches, c'est que du coup, on a quand même besoin de faire des branches, ce ne sont pas juste des branches Git, et du coup, on va résoudre ce problème de branches, mais ailleurs, et je pense qu'il est mieux résolu, dans certains cas, ailleurs. Donc, ça implique quand même d'avoir une certaine, on va dire, maturité dans son approche du code, et en même temps, je recoupe avec un épisode qui est sorti récemment sur la convergence des bases de données et sur le fait que on a de plus en plus de code qui commence à s'exécuter dans la base. Parce qu'en final, quand tu nous dis que on va gérer cette notion de branche dans le code, c'est un peu comme quand on disait on va pas avoir de code dans la base de données parce qu'en fait ça nous fait trop de trucs à gérer et compagnie. La base de données elle est juste là pour stocker la data et toute l'intelligence, tout le logiciel, tout le savoir métier, on le met dans le code au même endroit. Donc c'est un peu ça au final, c'est que tu nous dis la branche, on va gérer ça dans le code et on ne se base pas sur un outil de versionning. Comme l'expliquait effectivement dans cet épisode, non, c'était pas Frédéric, je suis désolé, j'ai oublié son nom. J'ai un trou. On commence à remettre du code dans la base parce que ça permet d'avoir du code qui est plus proche de la base, qui est mieux géré, c'est plus rapide et compagnie. Est-ce que du coup, cette notion de Trunkbase, elle ne va pas aussi disparaître à mesure qu'on se dit,
En fait, dans le code, il faut qu'on ait uniquement des logiques métiers et on va relaisser à nouveau la notion de branche à l'outil de versionning qui fait ça bien mieux que nous. Ouais, alors je pense que tu as évoqué deux sujets. Tu as évoqué un premier sujet de la maturité, notamment, je pense que quand tu dis maturité, c'est plutôt voilà, l'expérience des développeurs ou des leads techniques qui peuvent faire le sujet. Puis après, il y a un sujet sur technologiquement, où est-ce qu'on met ces changements de code, en tout cas. Sur la maturité, le trunk-based, c'est un vrai choix. Ou du CTO, ça dépend de la taille de l'entreprise, ou du lead technique. Parce que ça va tirer tout un tas de choses et potentiellement aussi complètement sur l'architecture de l'applicatif. Donc ça va être un choix qui va être besoin de ne pas être porté uniquement par des développeurs qui contribuent sur le projet, mais au niveau du CTO, parce que vraiment ça va avoir un impact même sur comment on va s'organiser. Donc effectivement, il y a un sujet de maturité, je ne sais pas si c'est vraiment une maturité, mais c'est un choix technique qui va faire que ça va amener différents éléments. Et les pratiques vont être différentes avec cette mise en place du trunk-based en disant on n'a pas de branche dans le code. Après, sur l'aspect, est-ce que, donc tu parlais du code au plus proche des données, par exemple, ou des choses comme ça. Aujourd'hui, dans les bases de données, quand on met des stored procedures ou donc du code qui est au plus proche des data, souvent, on essaye quand même de gérer ce même code aussi avec Git ou avec un gestionnaire de code source pour pouvoir gérer les versions et puis monter en version et puis pouvoir rétrograder potentiellement s'il y a besoin. Donc la complexité Git, elle reste là, enfin de gestion du code, elle reste là. Par contre, effectivement, le code peut potentiellement être plus compliqué et faire je ne sais pas si on peut faire du feature flag sur des stored procedures. Pourquoi pas, finalement, ce sont uniquement des if. Par contre, il y a un sujet qui était intéressant, qui m'a fait penser à l'aspect d'aide technique. Faire des branches différentes, donc dans le code ou dans Git. Finalement, c'est quoi? C'est que tu vas accumuler de la dette technique. Pourquoi? Parce qu'au final, il va y avoir des branches mortes que tu ne vas plus utiliser au bout d'un certain temps parce qu'on est passé à autre chose, on a fait des choix et puis on a avancé dans le produit. Donc, il faut autant des feature flagging, ça peut être très intéressant, mais ça se contrôle. C'est-à-dire que tu dois pas, c'est pas une bonne idée d'avoir trop de code mort. Donc il faut avoir conscience de toutes tes branches dans ton code, parce que ça a aussi une complexité de test, pour que finalement ça soit uniquement là, cette dette, elle soit pas trop profonde, pour pouvoir contrôler ça et enlever du feature flag quand tu n'en as plus besoin, parce que tu sais que tu as fait ton choix et que cette fonctionnalité-là, elle est disponible pour tout le monde et que c'est plus un problème. Donc il faut quand même contrôler ces aspects branches, mais comme dans Git, où on pouvait, dans d'autres stratégies de branches, avoir énormément de branches, il faut aussi contrôler pour qu'on comprenne en fait ce qui tourne en production ou ce qu'on a été envoyé au client A ou au client B. Ok. Si aujourd'hui c'est une stratégie qui est mise en avant sur certains aspects, est-ce que pour toi ça reste quand même une... Alors j'ai bien compris qu'on ne peut pas parler de meilleure stratégie, on est d'accord, dans le monde du dev il n'y a jamais one size fits all, hein, y a quand même mais est-ce que pour toi c'est une bonne stratégie par défaut de se dire si jamais tu veux pas te poser la question de cette stratégie Git, celle-là peut fonctionner dans pas mal de contextes? Ouais, en fait, alors ce qui est bien, c'est de commencer simple et de complexifier après. Donc c'est assez simple, en tout cas la stratégie Trunk-Based Development, elle est très simple à décrire. Elle induit des comportements et des pratiques pas forcément simples à mettre en place, mais à décrire, elle est très simple, tu n'as qu'une branche. Voilà. Après, si tu as des complexités sur, encore une fois, je dois envoyer ce code-là à tel client qui est dans un environnement déconnecté, dans une usine déconnectée d'Internet, pour des besoins industriels par exemple, ça peut amener des choses que tu as à gérer potentiellement au niveau de tes branches Git. Donc, mais c'est quelque chose, c'est de la complexité qu'on va résoudre plus tard. Donc si on commence un projet, quelque part, Trunk-Based Development, on va dire, c'est le choix un peu safe. Ouais. Et ça va être en tout cas un environnement qui peut t'emmener très très loin. D'accord. Donc après, derrière, si tu veux gérer des complexités qui arrivent par derrière, tu les amènes, mais plus tard.
et un peu souvent un biais qu'on a en tant qu'ingénieur. Et on va penser à tout ce qui peut mal se passer ou tout ce qui peut être poser problème, et donc amener dès le départ une solution complexe. Alors qu'en fait, la question, c'est un peu la question du bénéfice et du coût. Le bénéfice, c'est quelque chose que tu auras plus tard si effectivement ce risque se réalise et que tu as à le résoudre. Et donc, voilà. Le coût, tu vas le payer tout de suite, c'est-à-dire avoir la complexité dès le départ alors que tu n'en as pas besoin. Ça va te coûter tout de suite. Ouais. Donc, oui, l'exemple qu'on prend aussi souvent dans ce podcast, c'est les gens qui construisent un service qui peut absorber 1 million de users en simultané. Jour 1, on va peut-être déjà, contente-toi de 10 déjà, tu prendras moins de temps et on verra le million si un jour tu en as besoin. Faut être un peu pragmatique parfois. L'idée, c'est d'être pragmatique. Donc, la complexité, donc partons simple. Effectivement, Trunk-based, ça peut être un bon choix. Ouais. En deuxième, il y a une stratégie où, alors moi j'avoue, j'ai déjà été coupable de la mettre en place à un certain moment. Après, je suis passé à autre chose. Mais donc, c'est d'avoir des branches par environnement. Avec l'idée de se dire que tu as ta branche de dev, de test, et puis après, petit à petit, tu rechanges en fait. Ton main change. Donc ça, c'est une stratégie aussi qui est répandue, appréciée, ou c'est quoi toi ton... Alors, c'en est une de stratégie. On la voit. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on me l'a encore proposé pour un projet chez un client. C'est quelque chose que généralement, en discutant, en fait, pourquoi on fait ça? Donc, avoir une branche par environnement. Donc, on a notre code. Alors, c'est souvent le cas c'est le cas pour le code applicatif ou même plutôt d'infrastructure, mais on a effectivement une déviation entre l'environnement de développement qui peut être plus petit ou qui peut avoir un certain nombre de choses qui ne vont pas être en production tout de suite. Et donc, on va se dire, cette branche mentale, où est-ce que je la mets? On va mettre dans Git. Donc, c'est un assez mauvais choix. Alors, pourquoi? Si on parle du code d'infrastructure, par exemple, si on prend le cas de Terraform, il y a d'autres outils d'infrastructure, mais si on prend le cas de Terraform, on va gérer ça comment, cette variation? C'est si on le met dans Git et qu'on fait une branche pour le dev et une branche pour la production, eh ben on va avoir à chaque fois, on va être obligé de fusionner entre le dev et la prod et puis les différentes différences, puis on va avoir une déviation sur comment ça se comporte en développement et comment ça se comporte en production. Et garder ça à jour, c'est compliqué, ça prend... En tout cas, c'est quelque chose qu'on va assez vite oublier et il y a de fortes chances qu'on se plante parce qu'il y a des choses qui fonctionnent en dev et qui ne fonctionnent pas en production. En Terraform, la façon de résoudre ça, c'est d'avoir des fichiers donc TF-vars qui vont être injectés au moment de faire son Terraform plan. Et hop là, sans passer trop dans les détails, mais l'idée, c'est finalement dans la CI qui va faire le déploiement, donc avec GitLab ou GitHub ou d'autres outils, c'est mettre suivant la cible, que ce soit développement ou production, d'avoir le bon fichier de variable, le bon fichier de TF-vars et d'appliquer la commande avec ce fichier-là. Donc, le code reste le même, c'est juste qu'on a variabilisé et on a créé au niveau de Terraform une branche, mais qui est pas dans Git. Là où c'est problématique, c'est vraiment la différence entre les entre les environnements. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait une branche, c'est pas uniquement ce qui change, ce qui est différent, qui va être différent, on va dire, dans le repo, c'est que quand on est dans la branche dev ou dans la branche production, on a un repo qui est complètement différent. Donc ça va être toujours de la fusion entre les deux. Et alors ça, vraiment, il y a de fortes chances de se tromper et d'oublier des choses. Oui, non, moi, c'était la difficulté que j'avais rencontrée quand j'avais mis ça en place, parce que ça me semblait une bonne idée au début. Mais c'est vrai que petit à petit, tu commences à avoir des branches qui partent vraiment dans deux directions très, très différentes. Et puis à un moment, tu te dis, en fait, comment je fais, quoi? Est-ce que j'en coupe une et puis tant pis pour ce que j'ai gagné d'un côté donc la réunion, le merge est toujours un peu compliqué, quoi. Mais tu vois, ce qu'on essaye de faire avec Git, c'est d'avoir des branches, alors c'est très vrai pour le trunk-based development, c'est d'avoir des branches ou qui n'existent pas, ou qui sont très courtes dans la durée de vie. Les environnements, il y a de fortes chances qu'ils soient plutôt longs dans leur durée de vie. Pérenne. Et donc on voit que là, on est en train de créer quelque chose qui est pas pertinent, en fait. Ouais.
Très bien. Troisième stratégie, pardon, tu nous proposes Gitflow. Mhm. Est-ce que tu peux nous détailler un peu le fonctionnement? Alors, Gitflow, extrêmement populaire. Alors, Gitflow est arrivé, je pense qu'il y a quasiment 10 ans maintenant, au moment où Git était là, un super outil complexe quand même à maîtriser. Et il n'y avait pas vraiment de recommandations sur comment utiliser. Et au final, les seuls cas d'usage qu'on avait, c'était le kernel Linux. Et puis, bon, après, il y a eu Android, plein de gros projets qui sont passés à Git. Gitflow a amené une méthodologie. Et au final, le postulat, donc c'était un blog post ou un article de blog qui a été posté. Et c'était de dire, voilà une stratégie de branche qui fonctionne pour moi. Il n'a pas dit grand-chose de plus, sauf qu'en fait, il y avait un vide énorme sur le sujet. Et donc, je crois que son nom, c'est Vincent, son prénom, c'est Vincent, celui qui a proposé ça. Mais au final, il a proposé quelque chose qui fonctionnait pour eux, dans leur contexte. Et vu qu'il y avait un vide, il n'y avait pas de méthodo associé à Git, et ça a été, on va dire, la stratégie par défaut. Alors, Gitflow, ça fonctionne comment? C'est qu'on a une branche main, on a une branche dev ou développement, et puis on a plein d'autres branches, potentiellement des branches release. Alors ça fonctionne comment? Main est censé être vraiment ce qu'on a en dernier, ou en tout cas, tout le dernier code, mais qui a été déployé à un moment en production. Dev, c'est la branche active, et c'est la branche où tout le monde poste son code. Tous les développeurs d'une équipe vont développer à partir de dev. C'est-à-dire que quand on commence une nouvelle fonctionnalité ou un bug fixe, on part de dev. Bon, c'est censé être la dernière version. Au-dessus de dev, on va créer des feature branch supplémentaires. Donc tu es en train de voir la ramification de ce que c'est en train de créer. Et ces feature branch vont avoir des durées, alors malheureusement avec Gitflow, qui étaient souvent assez longues. C'est-à-dire feature branch, c'est la branche dure le temps de la création, le développement de la feature. On peut parler en jours, en semaines, en mois. Ouais, ça peut être vite long. Voilà, ça peut être vite long. Et donc, tu vois que tout ça va se recroiser à un moment pour être fusionné dans Dev à un moment. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va avoir, au final, quelqu'un qui va être nommé Release Manager, qui va avoir pour mission ingrate de fusionner tout ça pour pouvoir créer une release et que ça parte peut-être en qualification et en production. Et on voit que on n'est clairement pas en train de faire de l'intégration continue là. Le but de l'intégration continue, c'est que tous les développeurs, tous les changements évoluent au fur et à mesure ensemble pour qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit efficace. Là, tu es obligé d'avoir une personne, voire même une équipe, qui va s'occuper de choisir en fait à chaque fois qu'est-ce qu'on prend pas et de pusher. Et c'est ce qui se passe. D'accord. Et en fait, c'est plutôt confortable pour les développeurs. Pourquoi Gitflow est aussi populaire? C'est que je suis développeur, je m'occupe de ma feature, je fais ma feature branch en isolation, je propose dans Dev, et puis derrière, j'arrive à aligner assez vite à Dev, mais je ne m'occupe pas de l'aspect homogène d'une release, ou en tout cas quelque chose qui doit fonctionner de bout en bout. Moi, je m'occupe de mon petit bout. Ce n'est pas péjoratif, c'est juste que c'est très confortable intellectuellement de faire comme ça. Par contre, encore une fois, les bénéfices de l'intégration en continu ne sont pas là. Et donc, on travaille bien en isolation et ce n'est pas hyper pertinent. Sauf que il y a des cas où ça peut être quand même intéressant. Et je le vois notamment quand il y a des projets qui sont sous-traités avec différents sous-traitants, avec différents on va dire périmètres pour chaque sous-traitant. Dans certaines entreprises, ça peut se passer comme ça. Où là, effectivement, ça peut être une isolation qui peut fonctionner. Ça reste très compliqué. J'imagine bien le setup, mais c'est quelque chose qui peut, dans certains cas, peut être appliqué. C'est peut-être même encore plus compliqué quand justement c'est des prestataires différents qui vont faire chacun leur commit, parce que du coup, tu as encore moins de liens avec les personnes qui ont produit le code. Ouais. Ça, c'était des choses qu'on voyait. On voit beaucoup moins maintenant, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet de réinternalisation de ces développements, le développement externe. Je ne sais pas que ça n'existe pas, mais aujourd'hui, on a plus des développeurs qui arrivent, donc des sociétés de services, qui vont être intégrés dans les équipes, et donc qui vont avoir accès au dépôt de code, alors que
précédemment, même c'était entièrement isolé et n'avait pas accès au dépôt entier de code. Et donc, ça avait un périmètre très Ouais. défini et ça permettait d'intégrer les différentes choses. Avec la réinternalisation des développements, ou en tout cas un mode de fonctionnement un peu différent, c'est une stratégie de branche qu'on voit moins. Et en tout cas, elle est complexe à gérer. Elle peut être intéressante parce qu'elle isole les développeurs de cette problématique de gestion des releases. Mais elle est... c'est ça, on n'est pas dans les très bonnes pratiques. Là. En quatrième stratégie, oui c'est ça, on en est à la quatrième. On a la feature branch, qui est aussi, je pense, peut-être une des plus répandues aujourd'hui. Enfin, moi, j'entends plus souvent parler de ça. Je suis plus surpris quand j'entends un trunk-based qu'un feature-based. Alors, donc la feature branch, c'est quoi? C'est qu'on a cette fameuse branche main et à chaque fonctionnalité qu'on veut amener ou potentiellement un bug fixe, on va créer une branche. D'accord? Donc la durée de la branche va durer le temps de la fonctionnalité. Donc il faut un petit peu faire attention à ça. Hein. L'idée, c'est encore une fois, si on fait ça, on s'isole du main et on s'isole des autres développeurs. Sauf que ça a un intérêt assez... potentiellement, on n'a que cette branche main et puis on fusionne assez fréquemment. Ça, donc feature branch, c'est un modèle qui est hyper populaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous permet de connecter la CI, l'intégration continue, donc GitLab CI, GitHub Actions ou d'autres, sur les feature branch. Donc ça se passe comment? C'est que donc il y a main, j'ai besoin de développer quelque chose de nouveau. On fait une nouvelle branche à partir de main. Donc, une branche dans Git, c'est très simple. C'est pour ça que c'est devenu très populaire dans Git. C'est juste un label sur un commit. Donc, c'est hyper léger et c'est très, très, très léger à mettre en place. Donc, on fait cette nouvelle branche pour cette feature-là. On va développer dessus. Généralement, la CI va être automatiquement connectée à cette branche. Donc, à chaque commit et push qu'on fait sur cette branche, on va avoir des résultats de tests, donc d'analyse statique, ça peut aller, il peut y avoir potentiellement des tests end-to-end qui sont faits. Et puis on va faire à la fin une merge request ou une pull request, suivant quel outil on utilise, pour demander une revue finale ou merger ça dans main. Donc l'aspect feature branch est confort et hyper populaire, et tu as raison, bien plus populaire que le trunk-based. Aujourd'hui, en tout cas, on le voit beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on a cet aspect CI qu'on sait parfaitement connecter. Et aujourd'hui, alors il y a quelques années, c'était un petit peu pénible avec Jenkins. Maintenant, il y a des plugins qui font ça très bien. Et puis, avec GitLab CI ou d'autres outils, maintenant, c'est parfaitement intégré dans l'ensemble. Et en dernier, c'était le forking. Alors, c'est là, moi, j'en suis un peu moins familier, donc je te laisse nous faire la démo. Ouais. Alors, donc ça vient de GitHub. Donc il y a Git et puis au-dessus il y a des plateformes d'hébergement de Git comme GitHub, comme GitLab. J'en profite pour placer une autre plateforme d'ALM, d'Application Lifecycle Management, qui s'appelle Tulip, de la société Enalink, qui est française. Mais au final, c'est quoi? C'est que l'idée de ce fork, c'est pour répondre à un besoin des projets open source. Un projet open source, tu vas avoir une liste de contributeurs habituels qui font partie de l'équipe, du projet. Et puis tu vas avoir des équipes, ou en tout cas tu vas avoir des contributeurs externes auxquels tu vas a priori pas faire confiance. En tout cas, tu vas vouloir... Déjà, tu ouvres à la contribution, ce qui est une chose excellente. Donc tu as l'aspect open source, mais tu as l'aspect dans l'entreprise inner source. Donc tu peux le faire aussi à l'intérieur de ton entreprise. Donc, encore une fois, les contributeurs ne font pas partie de l'équipe. Par contre, tu veux autoriser les contributions, mais tu veux que ces contributions-là soient revues, alors à la fois par la CI, automatiquement, et aussi par des pairs qui vont pouvoir discuter de la contribution et puis potentiellement la fusionner. Le fork permet, en fait, finalement, le fork, c'est quoi? C'est que tu vas faire une copie complète du repo ailleurs, donc généralement sous ton nom d'utilisateur ou dans une organisation. Et tu vas travailler en isolation jusqu'à temps que tu sois prêt en tant que contributeur à faire cette pull request. Donc c'est pull request, donc c'est une demande de tirage, de regarder, tirer mon code que j'ai là qui est prêt, ou une merge request qui est une demande de fusion, c'est la même chose, c'est juste un nom différent. Mais donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir, pour les développeurs qui sont externes de ton équipe ou carrément du projet, de faire des contributions et d'ouvrir ça. Donc, c'est
pas à faire dans un environnement. Enfin, c'est pas une stratégie de branche qu'on doit appliquer dans une même équipe. Faire du forking, parce que pourquoi ça demande une maintenance de l'alignement des deux repositories, du repository source et du repository qui a été forké. Donc il y a de la guiterie à mettre en place. C'est pas hyper agréable. Donc si les développeurs doivent contribuer de façon pérenne, ils sont connus et on leur fait confiance, c'est mieux d'avoir une autre stratégie de branche. Mais par contre, elle est très utile pour des contributeurs externes ou auxquels tu ne fais pas confiance. Alors, ne fais pas confiance, c'est pas péjoratif, c'est juste que tu as besoin de revoir ce que tu vas potentiellement fusionner. Il me semble que j'ai déjà reçu à ce micro, je me souviens plus qui, je me souviens vraiment plus de l'épisode, mais je crois que j'ai déjà eu quelqu'un ici nous expliquer qu'il avait une stratégie où il y avait une branche par développeur. C'est un peu ça au final. Alors, sauf que là, c'est un repo complet par développeur, c'est pas juste une branche. Ouais, là, tu as vraiment le repo en entier qui a aussi son propre système de branches. Donc, c'est une copie, mais qui garde un lien avec le repository source. C'est intéressant ce que tu dis. Une stratégie une branche par dev. Il m'a dit ça, je me suis dit, mais toi, tu parlais d'un release manager. Là, c'était ça, en fait. C'est-à-dire que tu avais une personne dont le taf, c'était de réunir toutes les branches. Et je crois qu'en plus, ils arrivaient à faire... ils faisaient un déploiement par jour, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, genre, à 18h, je sais plus quelle était la mécanique. Je suis peut-être en train de fantasmer un truc, mais j'ai ce souvenir-là de une branche par développeur. Et genre, tous les jours à 18h, toutes les branches sont mergées. Je pense que ça dépend de la taille de l'équipe. Tu vois, si c'est une entreprise qui est, on va dire, petite, allez, 3, 5 développeurs, 10, travaillent tous ensemble côte à côte, c'est pas forcément un problème. D'ailleurs, c'est un autre sujet que je voulais mentionner, c'est que Git n'est pas forcément la solution pour la collaboration proche entre les devs. Je m'explique. L'idée de gérer son code avec un gestionnaire de code, c'est d'avoir différentes versions, de pouvoir tracer qui fait quoi, et puis de faire des revues et d'avancer comme ça. Quand tu fais du trunk-based, par exemple, tu n'as plus de branches. Donc, comment tu vas gérer cet aspect collaboration et potentiellement peer reviews? En tout cas, on discute du code avant qu'on le mette dans main. Il y a des techniques comme du pair programming ou du mob programming. Donc, le mob programming, c'est pas à deux. Le mob programming, c'est carrément c'est pas l'équipe entière, mais c'est 4, 5 développeurs qui se mettent derrière un clavier. Donc, je ne sais pas si tu as déjà eu un épisode sur le mob programming, mais c'est peut-être... On en a déjà parlé. J'ai déjà eu l'occasion de le pratiquer. Je trouve ça génial. Ouais, je trouve ça d'une efficacité incroyable, alors que c'est très difficile à justifier au management au-dessus. Parce que tu dis quoi? Il y a 5 personnes qui travaillent sur le même bout de code. Mais bon, ça résout d'autres problèmes qui sont la collaboration. Et puis, donc, tu as déjà traité dans l'autre épisode. Mais donc, tu as des techniques entre le pair et le mob programming qui sont bien plus efficaces que faire une pull request ou une merge request, quand on parle du future branch, qui va amener une grosse latence. Pourquoi? C'est que tu vas avoir... donc, j'ai fait mon code, il passe mes tests, je suis prêt à le faire revoir, mais cette revue, elle va prendre quoi, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, tant que quelqu'un d'autre est disponible dans l'équipe, ou alors, j'allais dire pire, il y a un lead tech qui est en congé et qui peut pas, ça demande forcément son approbation. Donc ça crée une latence énorme, et tu vois, il n'y a plus cette fluidité d'intégration continue, et à cause de ça. Donc Git n'est pas la solution. Enfin, c'est un gros marteau, mais tout peut pas prendre la forme d'un clou. Et donc, il y a des solutions parce qu'on parlait d'expérience développeur, de DevEx, et il y a des solutions pour que les développeurs se parlent beaucoup plus entre eux et soient beaucoup plus fluides sur l'aspect le partage de la connaissance sur le code, et voire même arriver aux bonnes conclusions sur l'implémentation, parce qu'avec du mob programming, tu le fais ensemble. Ah, je vois. Et de la même manière, donc j'entends que c'est pas forcément adapté pour des petites équipes qui sont dans le même bureau et qui bossent ensemble. C'est un peu ce que tu dis. Est-ce qu'à l'autre bout du scope, est-ce que tu penses qu'il y a un moment, il y a une taille d'équipe qui fait que là, ça devient plus adapté à... Il faut passer sur une autre catégorie ou un autre mode de travail? Ou au contraire, plus il y a de gens, plus Git est efficace? Alors là, on va peut-être commencer... Enfin, la taille d'équipe, elle est
hyper importante pour être productif sur quelque chose. Et donc, tu sais qu'à Amazon, on a cette fameuse notion de two pizza team. Alors, c'est 2 pizzas américaines. Donc, une équipe, l'idée, c'est que la taille de l'équipe soit la taille qui peut être nourrie par 2 pizzas. Généralement, ça fait à peu près 8 personnes. Et pourquoi? C'est qu'en fait, l'idée, c'est par rapport aux structures de communication. En fait, quand tu as 8 personnes qui ont besoin de collaborer ensemble, donc tu as un certain nombre de relations de structures de communication qui sont faites. Quand tu commences à avoir une équipe, tu parlais d'augmenter la taille de l'équipe de 15, 20, 50 développeurs, ce qui n'est pas commun. Hein. Là, ça y est, on ne peut plus communiquer. Enfin, c'est trop complexe. Donc après, on revient sur cette approche microservice, ou en tout cas réduire la taille pas seulement des livrables, mais du périmètre qu'une équipe a à gérer. Donc, par rapport à Git, quand tu as une équipe de 8, ça se fait très très bien de faire du trunk base et de faire ou potentiellement des peer review ou du mob programming. C'est vraiment adapté. Quand tu commences à avoir une équipe qui est plus grande, là il faut commencer à parler de la loi de Conway. Hein, donc la loi de Conway, pour rappel, c'est qu'en fait on a une organisation aura tendance à créer des solutions qui sont le reflet de leur structure de communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une équipe qui a un produit, et puis il y a une équipe qui s'occupe, par exemple, si on prend le store Amazon, si on a l'aspect catalogue, on a l'aspect panier, gestion du panier. Si on avait créé une équipe au début c'était le cas d'ailleurs, Amazon fonctionnait comme ça, qui faisait tout pour gérer ces expéditions de livres, on commence à comprendre qu'on va créer beaucoup de latence. Et donc, l'idée, c'est qu'en suivant la loi de Conway, on comprend la loi de Conway, mais on fait la manœuvre de Conway inverse, c'est-à-dire qu'on va structurer les équipes différemment, donc avec ces two pizza teams, pour que, au final, elles puissent pas faire plus que ce que 8 personnes peuvent faire. Et donc, finalement, oui, elles vont gérer, alors même pas le panier Amazon, parce que c'est très compliqué, mais un bout du panier Amazon et un bout du catalogue. Et ça sera une autre équipe. Et, par contre, elles sont indépendantes. Donc, comment tu vas t'organiser? Enfin, tu vois, c'est pour ça que je disais qu'on ne résout pas tout avec Git, mais l'aspect organisation des équipes est hyper important pour avoir une efficacité qui est adaptée, quoi. Ouais. Mais du coup, quand on a, mettons, on a été une entreprise avec plusieurs dizaines de développeurs qui sont forcément pas tous dans la même équipe, donc tu as un ensemble de squads qui sont répartis. Ils n'ont pas... au final, il y a un code commun qui est poussé en prod. C'est-à-dire que tu penses qu'avec, je sais pas, mettons, on a 10 squads. Tu penses que tu peux avoir 10 squads en trunk-based development? Je vois pas trop où est le souci. En fait, la question, c'est plus du périmètre de ton équipe. Vas-y, oui. Parce que du coup, ils vont tous quand même committer sur la même branche. Donc, il y a quand même un moment où... Ouais, alors, d'accord. Donc, effectivement, en fait, et c'est la question du... c'est quoi le périmètre de ton repo de code, de ton dépôt de code? Donc c'est connu que dans certaines entreprises, il y a un dépôt de code donc c'est ce qu'on appelle du monorepo pour tout le monde. Donc oui, c'est possible d'avoir une grande équipe avec un repo de code. C'est un certain nombre d'avantages. Ça demande un outillage par-dessus qui est hyper important. Alors c'est un outillage au niveau ce qu'on appelle les sparse checkouts. On peut juste faire un checkout de ce qui nous intéresse et pas de l'intégralité du repo qui devient... c'est connu aujourd'hui, Windows, c'est du monorepo. C'est un monorepo. Donc, il faut imaginer ce que c'est que Windows, quoi. Et puis, il y a certains produits Google qui sont aussi monorepo. Donc, ça demande d'outiller énormément ce que tu fais, y compris au niveau de la CI. Et donc, c'est possible. Et je pense que quand tu as une équipe, en tout cas tes produits qui sont volumineux comme ça, tu peux te permettre d'investir dans cet outillage-là. La question, c'est est-ce que tu veux investir dans cet outillage-là parce que tu es un Amazon, un Google, un Facebook, ou est-ce que tu veux passer ton argent, en fait. Et donc peut-être que la structure d'équipe va te permettre d'avoir quelque chose qui est plus isolé, mais en même temps qui va fonctionner et qui va répondre aux besoins, quoi. Donc, parce que dans l'extension de cette fameuse loi de Conway, en fait, comme justement tu reproduis le système à l'image
de tes systèmes de communication interne, de ton organisation. Si tu es en monorepo, en fait, tu as plus de chances que tes équipes communiquent entre elles, parce que tout le monde travaillant sur la même, sur le même repo, bah, effectivement, tu es obligé d'avoir quand même une communication entre les équipes. Là où si tu dis, bah, OK, chacun son repo, tu favorises aussi le silotage. Et donc, tu favorises le fait d'avoir un système où les trucs sont hyper silotés, avec du coup des lacunes de communication entre environnements. Donc, complètement. Et en fait, c'est ce silotage, ça se gère aussi avec quasiment des API, en fait. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, alors je ne connais pas l'analogie en français, mais c'est ship your org chart. Donc, en fait, tu as ton organigramme et les produits que tu vas sortir sur le marché, ça va être un reflet complet de ton organigramme. Et à AWS, on est assez connu et on voit qu'on a des services qui sont... alors, certains services sont assez énormes. Il y a beaucoup de développeurs qui travaillent dessus. On a des services assez unitaires où c'est vraiment très peu de développeurs dessus et qui non seulement développent, mais qui aussi opèrent les solutions. Donc, ça va se refléter sur ton produit au final et comment tu organises. Donc, nous, c'est bien parce que voilà, finalement, on fournit des... Tu te souviens de l'analogie sur le panier de fruits. Voilà, donc on fournit ça. Donc, c'est plutôt des services élémentaires, des briques de Lego, alors que d'autres solutions peuvent être beaucoup plus complexes et plus importantes. Sur ces différentes stratégies que tu as évoquées, encore une fois, ce n'est pas un classement ni les 5 seules stratégies qu'il faut appliquer. Même, d'ailleurs, dans la liste, il y en a une que tu semblerais vouloir plutôt disparaître. Est-ce qu'on peut passer de l'une à l'autre et si oui, est-ce que tu penses qu'il faut mieux éviter de changer trop fréquemment ou au contraire, il faut être prêt à s'adapter tu vois, est-ce que dès que tu sors un nouveau projet, il faut être capable de se dire, bah, OK, là, on va changer de fonctionnement Ouais, je pense que le passage, déjà, tu restes dans le même outil. Donc, c'est pas comme si avant, on était passé entre CVS, Subversion, Git, Perforce, que sais-je encore, Synergy, ClearCase. Mais donc, déjà, on a potentiellement, on va retrouver les mêmes branches et les mêmes outillages. Donc, si on reste dans Git, et je dis pas que Subversion est mort d'ailleurs, mais il y a vraiment des aspects intéressants de Subversion. Mais si on reste dans Git, on peut changer. Quand est-ce qu'on doit changer? C'est effectivement quand la stratégie de branche qu'on a utilisée nous pose problème et on voit que voilà, il y en a une dette technique qui va faire que ça va être un souci. Très souvent, on commence avec du feature branch. Alors, en ayant des features qui soient pas longues dans l'implémentation, donc avec des branches plutôt courtes. Donc, c'est pas le nommage feature branch n'est pas bon. Ça serait bien que ça soit plutôt des time branch où en fait on a une branche peut-être au maximum au niveau de la semaine et en fait qui est une segmentation. La journée c'est idéal, mais qui est une segmentation dans le temps. Donc, on commence généralement comme ça et ensuite on va se dire c'est problématique on n'intègre pas correctement, on a cette latence que je te parlais avec les pull requests, les merge requests, et on va commencer à se poser la question du trunk based. Et cette fois, on va commencer et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi réarchitecturer souvent l'application pour mettre en place des feature flags, pour mettre en place une notion de plugin, par exemple, donc d'amener des fonctionnalités, pas parce que le code en monolithique doit être shippé d'un seul bloc, mais avec des plugins ou des interfaces, amener ces fonctionnalités-là au fur et à mesure. Et donc, souvent, le trunk-based, je pense, est l'état ultime, mais c'est toujours possible de transiter d'un modèle à un autre. J'ai souvent le cas d'équipes et de clients qui étaient sur Gitflow, parce que quand même, aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est très, très populaire, et qui, au moment dans le temps, à partir d'une release donnée, en fait, ils ont bien tout mis dans main et qui sont passés ou sur du feature branch ou sur du trunk based. Mais il y a eu un effort de réarchitecture de l'applicatif derrière et de la CI et des aspects déploiement. On parle de déploiement progressif pour que ça soit possible, quoi. Ouais, donc on ne change pas du jour au lendemain. Il y a quand même faut le préparer, quoi. Non, parce qu'en fait, la complexité d'avoir des branches, que ce soit dans Git, dans le code ou ailleurs, elle est là.
savoir où tu la mets, où tu la déplaces, pour que ce soit plus pratique. En gros, où tu mets le bouton dans les mains du développeur ou dans les mains du product owner ou du commercial, bah, ça va forcément toucher à l'architecture de l'application. Donc, il y a du code à faire. Donc, c'est pas anodin. Dans toutes ces stratégies qu'on a évoquées, il y a majoritairement j'ai du mal à formuler ma question. On est sur comment on fait travailler plusieurs personnes sur le même code. Ce qui est clairement un des avantages premiers du versionning. Mais ce n'est pas le seul avantage du versionning. Le versionning, c'est aussi une capacité de faire des rollbacks. C'est aussi une capacité de pouvoir, on va dire, mieux maîtriser l'évolution de ton code. Est-ce que tu penses que parmi les différentes stratégies qu'on a évoquées, est-ce qu'il y en a une qui est peut-être plus adaptée à ce genre de choses ou qui porte plus de complexité sur des notions par exemple de rollback, ou est-ce qu'il faut à ce moment-là envisager plutôt une sixième stratégie? Ouais, c'est intéressant parce que ce qu'on n'a pas... Alors, autour de Git, il y a un univers. Donc, on n'a pas parlé déjà du nommage des versions. Donc, il y a aujourd'hui quelque chose qui est très populaire qui s'appelle Semver, donc le semantic versioning. Et l'idée du semantic versioning, c'est donc tu as des versions en x.y.z, donc 1.3.0, sachant que tu as un majeur, un médium et un mineur. Ton mineur, tu vas l'incrémenter, donc le dernier chiffre dans ce trio. Tu vas l'incrémenter quand tu as du bug fixe ou quelque chose de mineur. Tu vas incrémenter le deuxième chiffre quand tu vas avoir des nouvelles fonctionnalités. Donc en fait, avec ta numérotation de version, tu vas signaler à l'extérieur, donc à tes dépendances, ou en tout cas les gens qui dépendent de toi, donc tes clients, mais ça peut être d'autres microservices, ce qui se passe en fait à l'intérieur du code. Donc des fixes, des fonctionnalités, et puis le majeur, c'est quand tu vas casser ta rétrocompatibilité, où là, tu ne peux pas adopter juste cette version-là sans rien faire, il faut étudier. Donc, quand tu fais des versions avec Git, donc tu vas numéroter ces versions-là, et une bonne idée, c'est d'utiliser le semantic versioning. Je crois que c'est semver.org aussi, pour ceux qui cherchent à se documenter, pour expliquer comment ça va se passer. Une autre connexion, il y a un autre élément dans l'univers de la gestion du code, c'est comment tu mets à jour tes dépendances. Tu as tout un tas de dépendances. Tu vas avoir des dépendances au niveau de tes briques logicielles, de tes SDK. Tu peux avoir des dépendances au niveau de ta librairie de Ascode, par exemple, de Terraform qui va changer de version ou CDK qui va changer de version. Des dépendances au niveau de tes jobs CI/CD aussi. Donc, et tout ça, tu veux le mettre à jour, mais de façon gérée, mais automatisée, parce qu'en fait, on sait que du code auquel on ne touche pas, ça ne vieillit pas comme le bon vin, ça vieillit plutôt comme le lait. Et donc, il y a un moment, ça va poser problème. Donc, il faut le mettre à jour. Tout code doit être mis à jour. Et donc, cette gestion des dépenses, c'est important. Donc, il y a des outillages comme Renovate, par exemple, qui vont te permettre potentiellement, tu peux dire, tous les mineurs, je les prends automatiquement. Et donc, tu vas avoir des merge requests qui vont être par Renovate, un outillage comme ça, ou des équivalents, mais qui vont te proposer les changements et qui vont te permettre de mettre à jour sans prendre de risques sur ton produit final. Donc, ta question, c'était par rapport est-ce qu'il y a des choses, des stratégies de branche qui sont plus amènes on va dire, à durer et à pouvoir gérer tout ça dans la durée. Je pense que le trunk base. T'as une préférence quand même. J'ai l'impression que ça se voit. Ouais. et le feature branch, mais du moment que tu arrives à taguer et que tu as une discipline sur comment tu tagues tes versions, va te permettre d'avoir un univers autour qui va te permettre d'être confort sur ta pratique du SDLC et ses mises à jour et de gérer ça. Et donc de ne pas travailler en isolation, de dire tu vois, on est le 1er janvier 2025, je fais un cut et je prends ces versions-là de tout ça, et ça reste là jusqu'en 2035. Non, il faut réussir à le prendre en compte. Donc ça va être important de pouvoir gérer ça, et la stratégie. Ok. Pour terminer, j'aimerais revenir sur un point que tu as évoqué, sur effectivement la gestion de la complexité qui vient plus ou moins avec Git, où tu parlais des tailles d'équipe, tu disais que ce n'était pas forcément nécessaire
d'avoir de Git. Alors, peut-être que je grossis un peu le trait, mais Vas-y. est-ce que pour toi, quand on est 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que tu penses qu'on peut se passer de Git? Est-ce que tu penses qu'il faut se passer de Git? Tu vois, est-ce que pour toi, il y a une taille minimale sur un projet de dev à partir duquel il faut se dire, là maintenant il faut Git, mais avant c'est pas nécessaire? Euh, je vois pas. Donc, j'ai aussi des projets solo. Je connais beaucoup de développeurs qui ont des projets solo. Euh, Pourquoi se passer de Git en fait? Il y a tellement d'avantages. Aujourd'hui, déjà, Git est open source, donc potentiellement, si tu as un NAS ou un Raspberry à la maison et que tu veux vraiment que ça reste chez toi, tu peux quand même héberger Git. C'est pas un souci. Euh, et ça amène beaucoup de choses autour. Donc, on en a parlé tout au long. Donc non, aujourd'hui, c'est pas comme si avant on avait à payer des outillages très chers et très compliqués à maintenir. Aujourd'hui, c'est hyper accessible. Donc c'est aussi pour ça que d'ailleurs on se pose plus trop la question et qu'aujourd'hui, donc non, aujourd'hui il faut pas se passer de Git ou en tout cas d'un gestionnaire de code comme avec Git. Et si on choisit de ne pas prendre Git, parce qu'on n'a pas envie de faire comme tout le monde, parce que pour des tas de raisons valables ou pas, ce serait quoi pour toi le contender, le concurrent que Ouais. tu suggérerais? Ouais. Alors déjà, je pense que au niveau de la gestion du code, il y a des alternatives. Aujourd'hui, j'allais dire la guerre est finie. Je ne sais pas si les autres ont capitulé, mais il y a beaucoup d'outils qu'on voyait, qu'on ne voit plus. Aujourd'hui, on voit principalement Git quand même. On arrive à voir Subversion, donc SVN. Et SVN va être surtout dans... Git est notoirement mauvais sur la gestion des gros fichiers. Donc il y a des mécaniques comme LFS pour gérer des gros fichiers, mais par exemple quand on a des projets industriels où on doit gérer peut-être des images binaires ou des vidéos de référence, des choses comme ça. Donc on peut les mettre dans des dépôts différents pour gérer des versions comme Artifactory, Nexus, il y a plein de choses, mais des fois on a besoin de les gérer à côté de son gestionnaire de code, et Git là-dessus, c'est pas super. Donc on va trouver SVN dans des... Alors c'est pas génial SVN pour gérer des gros fichiers, mais c'est un peu mieux que Git. Et puis SVN aussi dans des cas où, sur des projets industriels où il n'y a pas eu nécessité de migrer vers Git. Et d'ailleurs, Git supporte l'API de SVN. Enfin, je pense qu'on peut faire des commandes SVN avec Git. Il y a moyen de. Enfin, en tout cas, ça existait pendant un temps, ça. Mais donc, SVN se trouve aussi quand on n'a pas besoin, quand on n'a pas voulu migrer. En back, je pense que la question c'est pas tant Git, ça va être surtout la plateforme au-dessus, GitHub ou GitLab ou Enaline, Tulip. Enfin, qu'est-ce que tu mets au-dessus? Parce que Git en tant que tel, ça suffit pas. D'accord. Donc il faut aussi autre chose. Donc après ça va dépendre. En France, moi, je vois beaucoup plus de clients utiliser GitLab. Aux US ou souvent ailleurs, c'est plutôt GitHub. Bon, c'est un constat. Je ne dis pas que c'est une règle. En tout cas, c'est ce que je vois. Okay. Très bien. Merci beaucoup, Olivier, pour cette discussion. Merci. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? Oui. Alors, je lis un peu. Mais il y a alors il y a toute la littérature d'un éditeur qui s'appelle IT Revolution où il y avait le projet Phoenix Project, le Unicorn Project, il y avait notamment Accelerate. C'est presque une bibliothèque entière de superbes références, y compris un bouquin de Matthew Skilton et Emmanuel País qui s'appelle Team Topologies, qui est vraiment excellent. Et puis c'est sans oublier plus récemment, donc je parlais d'expérience développeur et de plateforme engineering, tout ce qui est cloud strategy et plateforme strategy de Gregor Hoppe, qui est vraiment quelque chose à la fois rigolo à lire. Je fais un petit teaser, on est en train de travailler pour mettre ça en français, pour économiser quelques cellules Très bien. Et la question la plus importante, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors, je suis espace. Juste une petite anecdote là-dessus. Il y a une étude qui a été faite par Stack Overflow. Stack Overflow fait des études sur tous les développeurs. Et ça a été prouvé
Alors, corrélation n'est pas causalité, mais que quand tu as été espace, tu étais quand même mieux payé que quand tu as Ah oui, des c'est vrai, tabulations. on me l'avait envoyé forcément. Je crois que la différence c'est à 43K et 59K sur le salaire médian. C'est significatif. Ce qui commence à être significatif. Non, alors j'avais vu ça, mais donc forcément il y a des moyens de l'expliquer. Et pour le coup, les stats que j'ai sur le podcast, alors peut-être que mes invités sont pas assez bien payés, mais moi mes stats sont plutôt penchent plutôt pour tabulation que pour espace, mais après parfois ça fluctue. Je crois que si je fais des stats par année, il y a aussi des mouvances. Enfin voilà. Intéressant. Merci beaucoup Olivier pour cette discussion autour de Git. Merci à toi Bruno, merci à tous. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Voilà, j'espère que vous a donné des idées de stratégie Git, de formaliser un peu des choses. Parce que ça c'est un point qu'on n'a pas forcément évoqué avec Olivier, mais c'est important de formaliser des usages avec son équipe. Et c'est un choix d'équipe. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. C'est un choix global d'équipe, mais donc c'est important quand même de formaliser les choses pour être sûr que tout le monde s'y retrouve à un moment. Donc voilà, j'espère que vous a donné du coup des billes pour formaliser les choses d'un côté ou de l'autre. Et aussi, moi, comme toujours, je vous remercie de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.